La République du Congo, avec ses 342 000 km², 4 millions d'habitants, un sol et un sous-sol riches en ressources naturelles, a opté pour la diversification de son économie. Mais la vérité, c'est que le miracle de la diversification ne s'est pas encore produit. Et comme tel, tous les regards sont rivés vers l'activité pétrolière, la principale source de revenus dans notre pays. Et l'actualité au niveau de l'exploitation pétrolière, c'est que sur proposition du gouvernement, le Parlement congolais vient d'adopter des textes qui abrogent toutes les conventions pétrolières dans notre pays. Une révolution qui ne dit pas son nom. Pourquoi donc avoir opté pour l'abrogation des conventions pétrolières? Qu'est-ce qui se dessine en perspective? Voilà les grandes questions. Et sur ce plateau, pour débattre de ces questions, nous avons des invités issus du ministère des Hydrocarbures et du ministère des Finances. En premier lieu, nous avons Mme Teresa Goma. Elle est directrice générale des hydrocarbures. À ses côtés, il y a M. Ali Lito, conseiller juridique et administratif du ministre des Hydrocarbures. Et à notre gauche, nous avons M. Ted Gallo. Il est le directeur des ressources naturelles au ministère des Finances. À sa droite, il y a M. Didier Claver-Gakama. Il est le directeur de la réglementation et de la tarification à la Direction générale des hydrocarbures. Et en arrière-plan, nous avons M. Hippolyte Tinyanga. Il est le conseiller amont pétrolier du ministre des Hydrocarbures. Ces invités, bonjour. 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 Je commence par vous, Madame la DG. Le Congo exploite le pétrole depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et le pétrole reste la principale source de revenus dans notre pays. Il le restera encore pour combien de temps, Madame la DG? Bonjour monsieur, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je souhaite donc vous remercier de nous recevoir sur ce plateau. Nous allons tout au long de cette tribune discuter justement sur l'abrogation des conventions d'établissement qui a eu lieu récemment et qui est une décision historique qui a été prise par l'État congolais. Et donc, pour répondre à cette première question que vous venez de poser, qui correspond justement à la diversification de l'économie nationale, je vais passer en premier lieu donc, la parole au conseiller amont pétrolier du ministre des Hydrocarbures, qui va nous parler des ressources et des réserves que nous avons encore en place, et je compléterai après son propos. Actuellement, le Congo engorge à peu près 2,5 milliards de réserves en hydrocarbures liquides et environ 250 milliards de standards mètres cubes en réserve d'hydrocarbures gazeux. Actuellement, nous faisons la promotion de notre domaine minier, précisément la promotion des zones libres, des blocs libres. Cela, c'est pour encourager l'exploration en vue d'une découverte. En cas de découverte, nous procéderons au développement et à l'exploitation des champs. Donc, pour répondre à votre question, nous pouvons encore compter sur les ressources en hydrocarbures liquides et gazeux. Le pétrole, à ce jour, c'est la principale source de revenus du pays. Pour combien de temps estimez-vous encore, madame? Alors, nous allons vous donner un petit aperçu de quand nous avons commencé l'activité pétrolière. Donc, nous avons commencé l'exploration sur le territoire national dans les années 50, avec une première mise en exploitation en 58. Donc, nous sommes en 2020. Vous constaterez que ça fait plusieurs décennies que nous sommes dans l'exploration et l'exploitation pétrolière. Nous voulons nous servir de nos ressources en hydrocarbures liquides et gazeux pour pouvoir diversifier l'économie. Parce que de toutes les façons, l'objectif premier d'un État, c'est de pouvoir diversifier son économie. Les réserves qui viennent d'être citées par le conseiller amont, donc plusieurs milliards de barils d'huile équivalent, sont des réserves estimées à ce jour sur une période de 20 ans. Sachant que nous avons encore des zones qui sont complètement inexplorées. Donc nous allons prendre l'exemple du bassin de la cuvette, qui est complètement inexploré à ce jour. Nous n'avons foré qu'un seul puits avec des découvertes assez intéressantes. Et nous avons des zones sur le bassin côtier, comme des mers très profondes, qui sont à ce jour, comme je l'ai dit tantôt, complètement inexplorées. Donc nous pensons qu'avec les réserves connues à ce jour
et les prochaines explorations qui vont démarrer dans un avenir plus ou moins proche, nous pensons que le secteur des hydrocarbures peut encore vivre au moins 50 ans. Madame la DG, nous l'avons dit dans l'introduction, par voie parlementaire, la République du Congo vient de procéder à l'abrogation des conventions d'établissement dans le domaine pétrolier. La plus ancienne convention dans ce secteur remonte à 1968. Peut-on faire un état des lieux de toutes ces conventions aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez déjà fait, cet état des lieux? Oui, nous l'avons fait. Nous avons fait un état des lieux. Comme pour tout à l'heure, je vais donc passer la parole au directeur de la réglementation qui va vous donner un petit historique de là où nous venons et de là où nous sommes aujourd'hui. Ensuite, je passerai la parole au conseiller juridique qui complétera et moi, je viendrai conclure sur ce point bien précis. Le directeur de la réglementation, c'est M. Didier Clavet-Gokam. Oui. Oui, merci de la question. Les conventions d'établissement ne sont pas le résultat d'une génération spontanée. Au lendemain des indépendances, il y avait, donc le pays était devant les impératifs de développement, donc ce développement qui devait passer par la valorisation des ressources naturelles. Donc, il a eu donc tôt fait de prendre une loi le 16 juin 1962 et qui a donc consacré effectivement les conventions d'établissement en disant que toutes les sociétés désireuses de réaliser des activités minières devraient signer avec le gouvernement de la République une convention d'établissement. C'est donc la base légale des conventions d'établissement. Donc, dans la mise en œuvre effectivement de ces dispositions, il y a eu donc précisément le 17 octobre 1968 la première société qui est venue signer avec le gouvernement de la République la première convention d'établissement. Il s'agit d'une société de droit français. C'était donc la société ERAP, entreprise de recherche d'activités pétrolières. Et donc, c'est la première société, effectivement, dans l'histoire du Congo, qui a signé la première convention d'établissement. Et ensuite, il y a eu une société de droit italien, donc AGIP SPA, d'établissement avec notre pays. Donc, c'était effectivement le 11 novembre 1968. Donc, c'est les deux conventions d'établissement, effectivement, qui ont été signées et qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et que ce soit l'un comme l'autre, effectivement, c'était le même contenu. Donc, ça définissait les obligations et les parties, et les obligations, les droits des parties, n'est-ce pas, dans le cadre de la mise en œuvre de ressources naturelles en ce qui concerne donc le pétrole dans notre pays. Ces textes de base, effectivement, ont progressé parce que pour le texte de la société ERAP, qui est la société mère de Total aujourd'hui, qui était Elf Congo et Total, aujourd'hui a évolué jusqu'à 19 avenants. Et il y a eu aussi, du côté donc d'ENI, l'évolution du texte de base jusqu'à 12 avenants. Et effectivement, ces conventions d'établissement ont donc consacré ce qu'on appelle le régime de concession. Et ces régimes de concession donnent donc la propriété des installations aux sociétés pétrolières et aux hydrocarbures extraits du sous-sol aux sociétés pétrolières. Donc, les sociétés pétrolières disposaient donc du produit de l'extraction et payaient à la République du Congo que la rédemption minière proportionnelle comme droit du sol. Et chemin faisant, les sociétés devaient également, après 5 ans de leur production, payer l'impôt sur les sociétés. Et les autres impôts étant exonérés. Et ce qui fait que les sociétés ont considéré d'une manière globale le retour, le bénéfice imposable au retour sur l'investissement. Donc ce qui a fait, comme c'était des investissements colossaux, ça fait que sur une bonne partie des années, ces États-là, plutôt ces sociétés-là n'ont pas payé les impôts sur les sociétés. Donc on ne donnait au Congo que la redevance minière proportionnelle qui variait entre 12 à 17% de la production. Et donc, ce qui revient à dire que tout le long de ces années, donc le Congo n'a perçu qu'une portion congrue, effectivement, de sa ressource principale. Donc, chemin faisant, autour des années 90, effectivement, un état de lieu va être fait. Donc, on va effectivement déboucher vers un autre régime
qui est ici le régime des contrats de partage de production. Donc, une loi a été donc prise à l'époque, effectivement, pour instituer, n'est-ce pas, un nouveau régime, qui est le régime de partage de production. Avec quelle différence? C'est que dans ce nouveau régime de contrat de partage de production, c'est un régime qui consacre effectivement les modalités de partage des hydrocarbures qui sont extraits de notre sous-sol. Donc, lorsque les hydrocarbures sont extraits du sous-sol, ils n'appartiennent plus à la société, comme dans le cadre des conventions d'établissement, mais ils appartiennent aux deux parties. Ils appartiennent et à la société et également à la République du Congo. Donc, on a mis effectivement les modalités de partage. Oui. Donc, ce qui fait que le Congo ne va plus se contenter de sa portion congrue de la redevance minière seulement, mais aujourd'hui, dans le cadre de contrat de partage de production, il y a une nouvelle notion qui est donc apportée, donc le profitole de l'État. Donc c'est une partie, n'est-ce pas, d'hydrocarbures qui doit faire l'objet du partage, puisque la société, après avoir fait l'investissement, doit se faire rembourser sur une partie des hydrocarbures et l'autre partie, effectivement, dédiée au partage avec la République. Ce qui fait que la République, quelles que soient les circonstances, a une partie de ces hydrocarbures à pouvoir mettre sur le marché de la commercialisation. Donc voilà un peu les avantages du nouveau régime qui est le régime de contrat de partage de production. D'accord. Je me tourne vers la DG, Madame la DG. Vous avez suivi M. Didier Clavet, comme tout à l'heure, de 1968, année de l'établissement de la première convention, à 2020, le Congo ne s'est-il contenté que de la portion congrue? État des lieux, Madame. Alors, l'état des lieux est simple et plutôt succinct dans le sens où nous avons, après plusieurs études de ces conventions d'établissement, nous avons réalisé que nous perdions énormément de recettes pétrolières. Le Congo perdait? Oui, le Congo perdait. Oui. Les revenus de l'État congolais provenaient essentiellement, donc je l'ai dit tout à l'heure, non pas exclusivement, mais essentiellement de la commercialisation des hydrocarbures. Parce que grâce à ces conventions d'établissement, nous passions à côté des revenus qui pouvaient provenir des douanes, qui pouvaient provenir de la fiscalité, qui pouvaient provenir des administrations comme le commerce. Tout simplement parce que ces conventions sont restées figées dans le temps, puisqu'elles ont été signées en 1968, où l'État congolais, justement, rentrait dans une activité que nous découvrions à l'époque. Donc nous avions signé et accepté un certain nombre d'exonérations pour pouvoir permettre à nos partenaires de pouvoir investir justement dans cette activité pétrolière qu'est l'amont pétrolier. Mais plusieurs années plus tard, malgré le fait que l'État congolais ait voulu et ait pris des dispositions pour mettre un terme à ces conventions d'établissement avec justement le régime de contrat de partage de production et régi par le Code des hydrocarbures déjà de 1994, nos partenaires ont continué d'utiliser les conventions d'établissement qui leur concédaient un certain nombre de taxes qui ne sont plus et qui ne sont pas applicables dans le nouveau régime qui avait été mis en place. Donc, l'état des lieux, il est simple. Ces conventions ont fait énormément de mal aux recettes pétrolières et nous avons, donc l'État congolais a pris la décision souveraine d'y mettre un terme. Voilà, Madame, nous parlons des conventions pétrolières, conventions d'établissement. Pour le commun des Congolais, quels sont les éléments fondamentaux que l'on retrouve dans une convention d'établissement? Ok. Alors, déjà, il faut, avant que je ne passe la parole au conseiller juridique, il faudrait que nous précisions deux éléments principaux. Oui. Le secteur pétrolier est régi par le régime de contrat de partage de production. Donc, nous avons plusieurs partenaires pétroliers en République du Congo. Avec tous ces partenaires, nous n'avons avec eux que les contrats de partage de production, qui est régi par le Code des hydrocarbures. Cependant, avec ces deux partenaires particuliers, nous avons, en plus des contrats de partage de production, nous avons des conventions pétrolières. Donc, en fait, le secteur pétrolier n'est pas régi par les conventions d'établissement et par les conventions pétrolières, mais régi par les contrats de partage de production, qui a un cadre légal qui est le Code des hydrocarbures. Donc je vais passer la parole au conseiller juridique qui va nous donner des éléments factuels là-dessus, des éléments juridiques, et je reviendrai justement pour conclure sur l'ensemble des exonérations qui font partie de ces conventions. Monsieur Ali Lito.
Madame la DG, monsieur le journaliste, en fait, l'activité pétrolière est régie par le Code des hydrocarbures et l'exploitation pétrolière est régie par les contrats de partage de production. La distinction qu'il faut établir entre le contrat de partage de production et les conventions d'établissement, c'est que, comme leur nom l'indique, les conventions d'établissement, c'est un ensemble de mécanismes, d'accords mis en place entre un investisseur et un État pour son installation. Ce sont des facilités qui sont accordées dans un délai fixé pour lui permettre de s'installer, de ne pas être, entre guillemets, plombé par la fiscalité. C'est la fiscalité. Ne pas être, entre guillemets, plombé par la fiscalité, investir, mettre de son argent, avoir les garanties de récupérer son argent et ensuite entrer dans le régime de droit commun classique. Donc, l'activité pétrolière en République du Congo, en partant de ses débuts jusqu'en 1994, était régie par c'était le régime de concession. La convention d'établissement, c'est un cadre qui permet à l'investisseur de s'installer. Et la convention d'établissement ne s'applique pas aux activités pétrolières, proprement dites. Voilà. Okay. Elle ne s'applique pas aux activités pétrolières proprement dites. Alors que le Code des hydrocarbures régit l'activité pétrolière. Donc, le seul régime applicable à l'activité pétrolière, c'est le Code des hydrocarbures. Et pour toute autre activité connexe réalisée par une société qui a des activités pétrolières, c'est le code, c'est la réglementation applicable. Voilà. Si c'est une activité commerciale, eh ben, c'est la réglementation du secteur du commerce. Si il veut avoir une activité connexe sur les finances, par exemple, eh ben, c'est la réglementation du secteur des finances. C'est comme ça le système. Voilà. Madame la DG, en procédant, nous avons parlé de révolution tout à l'heure, à l'abrogation de ces conventions d'établissement. Le Congo a-t-il fait de façon unilatérale ou a eu un moment de concertation avec ces opérateurs pétroliers qui bénéficiaient de ces conventions, qui nous lésaient un peu à plus d'un titre? Alors, nous ne pouvons pas le faire de façon unilatérale, bien que nous soyons un État souverain et que de toutes les façons, les lois sont prises par les institutions de notre pays. Donc les lois ne sont pas des textes qui sont pris de façon collégiale ou concertée avec les partenaires économiques qui sont investisseurs dans un État. Ceci étant, nos partenaires historiques et nos partenaires dans leur généralité appellent systématiquement à la concertation et à juste titre et de façon légitime. Oui. Et la République du Congo a toujours répondu à ces appels à concertation. Nous avons toujours eu des concertations avec l'ensemble de nos partenaires. Le fait est que chaque fois que nous avons eu des concertations avec l'ensemble de nos partenaires, et pour ne pas citer les deux principaux pour lesquels nous sommes ici aujourd'hui, et que ces concertations n'allaient pas dans leur sens, la concertation s'arrêtait net. Donc à chaque fois, la République du Congo a dû soit faire machine arrière, soit s'arrêter, parce que les partenaires n'étaient pas d'accord avec ce que souhaitait la République du Congo, voilà, pour le bien de ses concitoyens, pour le bien de son économie, pour le bien tout simplement de sa souveraineté. Et donc, en procédant à l'abrogation, le Congo a fait comme un passage en force. Alors, encore une fois, nous avions, je vais vous citer un exemple parce que c'est assez édifiant, toujours dans l'un de ces avenants aux conventions, il a été mentionné, on va citer un seul des exemples, mais oui. Ce que nous retrouvons dans la convention d'établissement signée avec AGIP, aujourd'hui émis, nous retrouvons exactement les mêmes choses dans la convention d'établissement que nous avons signée à l'époque avec ERAP et aujourd'hui Total EP Congo. Il est dit ici, régime de coopération. Les parties conviennent de continuer à rechercher, si le gouvernement congolais le demande, d'autres régimes de coopération qui se substitueraient à celui en vigueur. Donc, déjà, à la fin des années 70, années 80, nous avions déjà voulu mettre un terme aux conventions d'établissement. C'est pour cela qu'en 1994, nous avons sorti le Code des hydrocarbures, le premier en la matière sur le territoire national, et que nous avons mis en place justement le régime de contrat de partage de production. Malgré cela, malgré toutes ces dispositions, nos partenaires ont continué à utiliser les conventions d'établissement.
Nous sommes revenus en 2016 avec un nouveau code qui venait justement abroger le précédent avec des améliorations et justement l'évolution macroéconomique d'un État, du monde et autres spécificités régissant le secteur des hydrocarbures. Malgré cela, encore une fois, nos partenaires ont décidé que ces conventions, ce code des hydrocarbures ne s'appliquait pas à eux. Donc il y a eu de la concertation. Ça fait plusieurs décennies que la République du Congo répond à la concertation, que la République du Congo tend la perche à nos partenaires pour dire « Ok, nous souhaitons ceci, comment travaillerons-nous ensemble pour arriver à cet objectif ?» Nos partenaires n'ont jamais voulu accepter cela parce que ça allait à l'encontre de ce qu'ils souhaitaient, eux. Voilà. Oui, madame, en procédant ainsi, je crois que le Congo a agi en connaissance de cause. Mais ce que je voulais savoir ce mois-ci, est-ce que vous avez mesuré les conséquences juridiques de cet acte? Merci, monsieur le journaliste. Nous estimons avoir respecté toutes les règles avant d'avoir pris cette décision. Nous avons commencé par... il s'agit d'une loi qui abroge une autre loi. C'est un parallélisme de forme. Nous avons commencé par cela. Oui. La loi 43-2019 et la loi 44-2019, ces deux lois viennent abroger les ordonnances qui avaient approuvé les conventions d'établissement de 1968. Madame la DG, c'est la même question. Alors, nous, encore une fois, il faut rappeler à l'ensemble de nos concitoyens et des administrations sœurs, les décisions n'ont pas été prises de façon arbitraire. Ah oui. Donc, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète parce que c'est hyper important. Ça fait des décennies que nous essayons de communiquer avec nos partenaires, que nous essayons de négocier avec nos partenaires, que nous essayons de les faire comprendre pourquoi il est nécessaire, vital pour un État comme le nôtre, de mettre un terme à ces conventions d'établissement. Donc, ça ne s'est pas fait l'année dernière. Ça fait des années. Aujourd'hui, à charge, encore une fois, à ces sociétés, et le Code des hydrocarbures, qui est le livre de chevet de tout pétrolier exerçant ses activités en République du Congo, le Code des hydrocarbures, en son article 152, dit ceci, que l'État, donc la République du Congo, garantit l'équilibre économique d'un contrat pétrolier. Donc c'est mon devoir et ma responsabilité de garantir cet équilibre économique. Cependant, si le pétrolier, donc le partenaire économique, estime qu'il est lésé et qu'il y a un déséquilibre dans son contrat pétrolier, à charge à lui, à venir le démontrer à la République du Congo avec simulation économique à l'appui, pour dire, suite à cette taxe, mais moi, je ne peux plus faire ceci, avec des chiffres. Et on s'assoit, le Code des hydrocarbures de 2016 le prévoit, on s'assoit et on engage des négociations. Ce que nous avons toujours appelé d'ailleurs, que nous avons même initié avant l'abrogation des conventions d'établissement. Sauf que, encore une fois, comme je l'ai dit, nos partenaires n'ont jamais voulu négocier quand ça n'allait pas dans leur sens. Donc nous ne craignons pas d'avoir pris de décisions unilatérales. Nous sommes un État. Avant d'être partis au contrat de partage de production et d'avoir des droits et des obligations dans le cadre de ces contrats de partage de production, nous sommes un État. Donc, avec l'ensemble de nos institutions, nous prenons des lois, nous les promulguons par le chef de l'État. Donc, encore une fois, je pense que nous avons respecté le processus pour arriver à cette décision qui a été prise. Oui, madame, je suis d'accord avec vous que vous avez respecté le processus. Maintenant que les conventions sont abrogées, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour ces sociétés? Doivent-elles commencer à faire des démarches ou bien vous avez adressé un courrier pour dire que voilà l'état des lieux, il faut faire ceci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Convention abrogée, que se passe-t-il maintenant? Alors, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de vide juridique. Okay. Vous savez, nous avons d'autres partenaires que je ne citerai pas ici. Nous avons avec eux les contrats de partage de production. Ces contrats de partage de production, dans son objet, il est dit modalité d'exercer les activités pétrolières en République du Congo et comment partager la rente pétrolière. Oui. Ce document, donc qui est contrat de partage de production, nous l'avons avec l'ensemble de nos partenaires. Donc il n'y a pas de vide juridique aujourd'hui. Il n'y a pas de problème dans l'exercice de leurs activités pétrolières aujourd'hui puisque c'est couvert dans son intégralité et dans ses spécificités dans les contrats de partage de production. Et il y a une loi organique qui est le Code des hydrocarbures qui vient encadrer tout cela. Oui, madame, dans le cas d'espèce, je sais que c'est difficile de partir de rien et de commencer à bâtir. Oui. Il faut toujours un soubassement ou bien un modèle.
Est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui un modèle ou une convention type applicable à toutes les sociétés? Conseiller juridique, je vous passe la parole. Merci, Madame la Directrice Générale. En réponse à cette question, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons le nouveau cadre juridique qui existe. C'est depuis les années 94, depuis 1994, que nous avons le contrat de partage de production, d'ailleurs, qui a été signé avec les différentes sociétés bénéficiaires de ces conventions d'établissement. Aujourd'hui, nous avons, au regard de l'évolution socio-économique, technologique de notre activité, et particulièrement le nouveau cadre fiscal, contractuel, juridique, donc le nouveau code des hydrocarbures, nous avons mis en place un nouveau contrat de partage de production type. Ce contrat de partage de production type prend en compte toutes les obligations et toutes les règles prévues par le code des hydrocarbures actuel. Il est sur le site, nous avons un site internet que nous vous soumettrons ensuite. Il y a ce contrat de partage de production type. Nous l'avons également au ministère des hydrocarbures. Donc en fait, il n'y a pas un vide. Ce contrat existe. Oui. Un contrat type. Madame la DG, je reviens vers vous. On sait que l'actualité nous renseigne que depuis quelques années déjà, le Congo est membre de l'OPEP. Est-ce que c'est l'adhésion du Congo à l'OPEP qui a ouvert les yeux au Congo pour réviser les conventions, ou il y a anguille sous roche, madame? Il n'y a pas d'anguille sous roche. Oui. Tout est clair, tout est transparent. Justement, nous travaillons pour la transparence. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, entre autres. Ah oui. Le secteur des hydrocarbures a toujours été un secteur plus ou moins discret, mais même très discret. Il ne faut pas parler voilà, dans le sens où les parties ne communiquent pas assez ou ne partagent pas suffisamment d'informations. Donc, il n'y a pas d'anguille sous roche. Nous avons fait un état des lieux et tout à l'heure, je passerai justement la parole au directeur des ressources naturelles qui nous dira plus ou moins quels ont été les manques à gagner dans le secteur fiscal à cause de ces conventions d'établissement. Donc, nous n'avons pas attendu d'adhérer à l'OPEP, bien que, justement, on doit reconnaître ici, et c'est une très très bonne chose que nous ayons adhéré à l'OPEP. Cette organisation nous permet d'avoir un certain nombre d'informations et d'éléments qui nous renforcent dans les décisions que nous prenons au quotidien aujourd'hui, puisque nous avons la chance d'échanger avec les différents pays membres et les pays amis à l'OPEP. Donc, en fait, nous sommes 24 pays autour d'une table où nous pouvons justement échanger de comment sont gérées les ressources naturelles dans leurs différents pays. Mais nous n'avons pas attendu cette adhésion. Comme je vous l'ai dit, je me répète, c'est que depuis les années 80-90, nous avons voulu mettre un terme à ces conventions d'établissement. Okay. Donc, ce n'est pas nouveau. L'état des lieux de ces conventions d'établissement nous a démontré, avec des chiffres à l'appui, combien nous avons perdu en recettes de l'État parce que justement, les autres administrations, donc autres que le ministère des hydrocarbures, avaient du mal à travailler à cause de ces conventions. Donc, monsieur le directeur des ressources naturelles, si vous pouvez compléter là-dessus. Merci, madame la directrice générale des hydrocarbures. Chaque année, il y a des exonérations, disons une dépense fiscale qui se calcule à l'ordre de plusieurs centaines de milliards que l'État perd en matière de recettes douanières, que l'État perd également en matière de recettes fiscales, donc tout ce qui est impôt de droit commun, parce que justement dans ces conventions d'établissement, ces sociétés-là sont exonérées du paiement de l'intégralité de certaines taxes, de certains impôts qui sont prévus dans le Code général des impôts. Donc, c'est tenant compte de cette réalité-là qui remonte à des années, puisqu'on vous parle des conventions qui datent de 1968, donc depuis 1968 jusqu'à ce jour, la dépense fiscale est quasiment de l'ordre des recettes que nous constatons au niveau de la fiscalité, que ce soit la fiscalité à l'apport, notamment la douane, que ce soit la fiscalité également de la direction collectée par la Direction générale des impôts. Donc, nous collectons quasiment la moitié, sinon un peu moins, de ce que l'État devrait encaisser au niveau du Trésor public en ce qui concerne les différents impôts et taxes prévus dans le Code général des impôts. Donc ça se chiffre à des centaines de milliards par an que l'État dépense, parce que nous on considère que c'est là comme étant de la dépense, au lieu d'encaisser, mais vous considérez comme étant quelque chose que vous avez dépensé parce que vous avez donné tel privilège, tel avantage à une société pétrolière, alors que, comme on vous l'a précisé,
toutes les sociétés pétrolières actuellement, depuis 1994, il y a le code qui a mis en place le régime de partage de production et beaucoup de sociétés arrivent à exploiter sur la base des contrats de partage de production. Donc, les conventions d'établissement, je crois que si vous avez fait attention, on vous l'a rappelé, ça fait une dérogation où certaines activités qui ne sont pas liées à l'amont pétrolier spécifiquement sont exonérées, alors que ces activités-là n'ont pas de lien avec l'amont pétrolier. Par exemple, la commercialisation, lorsque vous commercialisez votre brut, ce n'est plus de l'amont pétrolier. Mais lorsque vous exonérez cette commercialisation-là, c'est un manque à gagner important pour l'État parce que c'est le droit commun qui devrait s'appliquer à ce type d'activité. Donc voilà, en quelques mots, si vous avez besoin des statistiques, les administrations qui sont concernées par ces questions pourront fournir toute la statistique depuis l'historicité des conventions d'établissement pour que vous sachiez dans les chiffres ce que l'État a eu à dépenser, a eu à perdre du fait de l'existence de ces conventions d'établissement. Voilà. Oui, madame, vous voulez compléter quelque chose? Et je vais vous donner un exemple de certaines de ces taxes dont bénéficiaient, puisqu'on va parler au passé, maintenant que c'est abrogé, dont bénéficiaient nos différents partenaires. Alors, on va dire, pendant la durée visée ci-dessus, ça c'est un des avenants, c'est exactement la même chose, nous l'avons dit tout à l'heure, le bénéficiaire de cette convention d'établissement sera exonéré de tout autre impôt, taxe, droit, contribution, redevance et prélèvement de toute nature, perçus tant au profit de l'État que des collectivités locales, en vigueur à la date d'effet du présent avenant et de ce qui serait créé ultérieurement. Donc, ils avaient même anticipé sur les taxes qui pourraient être créées ultérieurement. Voilà. Donc, en fait, ils étaient exonérés de l'ensemble des taxes que prenait l'État congolais. Okay. Ce qui sortait complètement du cadre de leur activité pétrolière. Donc, cet état des lieux parle de lui-même. Ah, d'accord. Madame, ceux qui vous observent, ceux qui vous écoutent, peuvent dire enfin le Congo a pu rattraper ce qu'il perdait. Est-ce parce que le Congo ou les cadres congolais signaient ces conventions en position de faiblesse sur le plan politique, économique et autres que nous avons perdu tant de milliards comme ça? Autre réaction, madame? En position de faiblesse, nous n'allons pas dire que nous étions faibles. Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de moyens humains, de moyens techniques, des compétences, parce que c'est ça aussi, c'est important, pour pouvoir justement nous confronter à nos différents partenaires et de négocier d'égal à égal. Alors, cet état d'esprit, ce changement fait qu'aujourd'hui, nous avons la capacité même à pouvoir nous asseoir autour d'une table et de dire, bon, nous ne sommes pas d'accord avec ceci, cependant, nous pensons que nous pouvons arriver à mi-chemin et les deux parties trouvent un point d'accord satisfaisant. Donc, nous n'étions pas en position de faiblesse, ou je ne dirais pas comme ça. Nous sommes un État. Oui. Un État ne peut pas se retrouver en position de faiblesse par rapport à une société. Par rapport à une société. Oui, madame, si je pose cette question, c'est parce que les observateurs disent que les contentieux, ou bien la plupart des contentieux entre les États et les sociétés pétrolières, naissent de ce genre de documents. La mise à zéro, remettre le compteur à zéro, ou revoir certaines dispositions des conventions, c'est ça qui crée souvent des frictions. Vous ne partagez pas cet avis, non? Mais cette observation. Un investisseur, par définition, n'est pas un philanthrope. On est d'accord. Ah oui. Il vient pour investir et donc il attend un retour sur investissement. Oui. Après, tout dépend de là où on met son curseur. Oui. Aujourd'hui, l'État congolais dit tous les investisseurs sont les bienvenus sur le territoire national, peu importe le type d'activité qu'on souhaite exercer. Il y a des mécanismes juridiques légaux qui sont mis en place pour ça, pour justement faire la promotion des investissements. Cependant, les ressources naturelles appartiennent quand même d'abord à l'État. Donc, peu importe l'investissement qu'on veut exercer, qu'on veut mettre en place, on devrait pouvoir avoir un schéma de partage pour que les deux parties puissent trouver son compte. Je veux juste faire un rappel, et ça, encore une fois, je souhaite m'adresser à l'ensemble de nos partenaires. C'est que nous, en tant qu'administration, nous avons une double casquette. Nous avons la casquette de partie au contrat. C'est écrit, hein, nous sommes individuellement appelés parties ou collectivement appelés parties. Donc, chaque contrat que nous signons. Et en tant que partie au contrat,
nous n'avons pas que des obligations, nous avons aussi des droits. Ces droits-là qui ont été souvent bafoués parce que nos partenaires pensaient qu'ils étaient les seuls à avoir des droits et que toutes les obligations incombaient à la République du Congo. Donc, en tant que casquette République du Congo, nous avons justement cette obligation de revue, d'accompagnement, de contrôle, de régulation. Et nous ne pouvons pas dissocier les deux. Et nos partenaires devraient pouvoir comprendre ça pour nous accompagner justement dans les changements qui sont en train d'être opérés en ce moment par les différents États, dont l'État congolais. Madame, on parle de l'avenir maintenant. Oui. Vous avez le gouvernement, le Congo, par voie parlementaire, abrogé toutes les conventions. Est-ce que vous avez essayé de faire des simulations? Combien le Congo perdait par le passé, annuellement, et combien il peut gagner maintenant? Est-ce que vous avez ces indications à ce moment? Oui, nous les avons. Donc, le directeur des ressources naturelles vient de le dire. Oui. Par an, nous avons des pertes, des manques à gagner pour le budget de l'État de l'ordre de 200 à 300, voire 400 milliards de francs CFA. Rien que causé par ces exonérations fiscales. Nous l'avons dit tout à l'heure, l'essentiel des revenus congolais proviennent de la commercialisation de la part des hydrocarbures de l'État. Donc les services comme les douanes, les services comme les impôts, les services comme le commerce ne pouvaient pas travailler, s'étaient sentis dépouillés d'une partie de leur substance à cause de ces conventions d'établissement. Puisque justement, chaque fois qu'ils allaient pour recouvrer une certaine taxe, les partenaires disaient, vous voyez, nous avons telle exonération, donc forcément les administrations sœurs ne pouvaient pas travailler correctement. Donc ça se chiffre à plusieurs centaines de milliards par an. Et donc là, nous avons mis toutes les administrations en branle. Depuis la promulgation par le chef de l'État de ces lois abrogeant les conventions d'établissement, ça a été fait le 30 décembre 2019, donc au 1er janvier 2020, toutes les administrations vont se réapproprier leurs prérogatives et leurs responsabilités et recouvrer ce qu'il y a lieu de recouvrer. Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois, les années à venir? L'avenir se présente comment? Une santé financière et économique meilleure que celle qu'on a connue dans le passé. Des recettes qui vont rentrer dans les caisses de l'État qui viendront d'autres sources que seulement la commercialisation des hydrocarbures. Un service douanier qui va pouvoir travailler correctement, un service des impôts qui va pouvoir travailler correctement, un service des commerces qui va pouvoir travailler correctement, un service de l'environnement qui va pouvoir travailler correctement. Toutes les administrations, et justement on parlait de diversification pour commencer. Voilà. Tous ces changements vont faire en sorte que il y ait réellement une diversification de l'économie sur le territoire national. C'est une bonne nouvelle. Madame, nous allons faire le tour de table pour terminer cette tribune. Nous allons commencer par M. Hippolyte Tinyanga. Il est conseiller amont pétrolier du ministre des Hydrocarbures. Vous avez participé à cette tribune sur les réformes ou sur la révolution que le Congo a opérée dans le secteur des hydrocarbures en abrogeant par voie parlementaire toutes les conventions d'établissement. Quelle conclusion, si vous étiez donné l'occasion de tirer quelques enseignements en guise de conclusion, quelle conclusion avez-vous? Alors, la conclusion, je pense qu'on l'a déjà dit par mes collègues, c'est la diversification. Par le biais des ressources pétrolières, nous pouvons diversifier notre économie. Ça, c'est un point très, très important. Donc, pour vous donner juste une information, il y a une conférence sur les hydrocarbures qui va avoir lieu du 19 au 21 février 2020. Le thème de la conférence, c'est l'utilisation des ressources des hydrocarbures en vue de la diversification de l'économie congolaise. Un thème qui colle avec l'actualité. Oui, ça colle avec l'actualité. C'est très important. Vous êtes invités à la conférence. Merci pour l'invitation. Merci bien. Oui, Monsieur Didier Claver-Gankama, vous êtes le directeur de la réglementation et de la tarification au niveau de la Direction générale des hydrocarbures. Quelle petite conclusion avez-vous? Parce que la grande conclusion, c'est la DG qui va la faire. Oui, naturellement, vous avez raison. Ce qui a retenu mon attention, c'est que l'abrogation ne s'est pas faite contre une partie. Il s'agit d'une loi qui a été abrogée, parce que la loi, c'est l'expression
de la volonté générale. C'est même un instrument de souveraineté d'un État. Donc il s'agit des ordonnances approuvant les conventions d'établissement qui ont été abrogées. Et même dans une convention, la convention, c'est l'accord de deux volontés. Et cet accord-là on peut bien mettre fin à cela. Ça peut être par l'initiative concurrente des deux parties, soit par l'initiative d'une seule partie. Et c'est toujours comme ça dans tous les contrats. Donc, nous n'avons pas lésé une partie comme telle. OK. Monsieur Ted Ngaloua, vous êtes le directeur des ressources naturelles au niveau du ministère des Finances. Oui. Quelques mots à glisser en conclusion de cette tribune, c'est de ne pas faire l'amalgame entre cette décision, qui est une décision qui relève de la souveraineté d'un État, avec toutes les politiques d'incitation. Je crois que les propos ont été clairs. Il y a un cadre qui régit l'activité amont pétrolier, parce que dans l'activité pétrolière, il y a aussi bien l'amont que l'aval. Mais l'amont pétrolier a un cadre qui s'appelle le Code des hydrocarbures. Et ce code-là a donné certains avantages, certains privilèges pour tous nos partenaires. Mais non, ce code-là prévoit également, lorsqu'il y a une situation qui économiquement ferait en sorte qu'un projet ne soit pas rentable, ne soit pas avantageux pour un partenaire, le partenaire peut revenir vers l'État afin qu'il y ait des discussions, afin qu'on voit comment réadapter le contrat par rapport à l'exploitation d'une ressource pétrolière. Donc toutes ces voies-là existent et ça permet à nos partenaires de revenir vers nous lorsqu'ils se sentent en difficulté par rapport à l'exercice de leur activité. Monsieur le conseiller Ali Lito. Oui, je vais juste compléter ce que mes collègues ont déjà dit avant moi. Il ne faudrait pas que ces lois d'abrogation soient interprétées comme des mesures qui devraient faire fuir les investisseurs, loin de là. Le Code des hydrocarbures, en parlant strictement de notre secteur hydrocarbures, le Code des hydrocarbures garantit aux investisseurs le retour sur leur investissement. C'est même une obligation pour l'administration des hydrocarbures de garantir ce retour sur investissement. Mais c'est une décision qui a été prise par l'État, d'abord pour équilibrer les différents rapports qui existaient entre nous et nos partenaires et lisser un peu la réglementation dans le secteur. Nous avons tous les partenaires qui sont régis par un seul cadre légal, c'est le Code des hydrocarbures, et par un seul cadre contractuel, c'est le contrat de partage de production. Madame Teresa Goma, vous êtes la directrice générale des hydrocarbures, invitée principale de cette tribune. Je souhaite vous remercier encore une fois parce que cette tribune a été plus qu'importante. Importante à plusieurs titres, parce que justement, nous nous adressons à nos partenaires, nous nous adressons à nos concitoyens, nous nous adressons à toutes nos administrations sœurs. Les mesures qui sont prises maintenant, encore une fois, vont servir à l'ensemble de nos concitoyens, vont servir à diversifier l'économie nationale. Et ces dispositions n'ont pas vocation à faire fuir nos partenaires. Nous avons entendu, et c'est écrit un petit peu partout, même sur les réseaux sociaux, que nous voulons faire partir nos partenaires historiques. Là n'est pas l'objectif, et ce n'est dans l'intérêt de personne. Nous ne souhaitons pas les voir partir. Nous souhaitons simplement établir, je ne parle même pas de rétablir, je dis établir un équilibre réel dans les partenariats qui nous lient. Donc, toutes nos portes sont ouvertes, ça c'est à l'endroit de nos partenaires. Nous sommes ouverts à la discussion et à la concertation, à condition que tout le monde y mette du sien. À l'endroit de nos administrations sœurs, peu importe les discussions qu'ils pourraient avoir en parallèle avec nos différents partenaires, ces mesures doivent s'appliquer à partir du 1er janvier 2020. Donc, chacune de nous devra prendre ses responsabilités et se réapproprier ses prérogatives. Et à l'endroit de nos concitoyens, nous prenons toutes ces mesures qui sont des mesures courageuses pour justement garantir une stabilité économique et financière pour l'État congolais afin que tout le monde puisse en profiter. Donc pour cela, encore une fois, nous vous remercions de nous avoir reçus et invités sur ce plateau. Nous disons à nos partenaires que nous sommes partenaires. Voilà. Merci beaucoup. Une révolution s'opère-t-elle du côté des hydrocarbures? C'était la grande interrogation
Parce que l'actualité, c'est que par voie parlementaire, la République du Congo vient d'abroger toutes les conventions d'établissement qui étaient en vigueur dans ces secteurs. Que gagne le Congo? Pourquoi avoir décidé ainsi? C'était le thème de cette émission. Avec nos invités, nous avons édifié donc le public. Nous vous disons merci et on se retrouve très bientôt sur Télé Congo.